je pense que c'est ce qui a fait aussi le succès de notre entrepreneuriat chez l'EFCO, puis qui continue à faire aussi un succès depuis qu'on a repris l'EFCO, c'est de savoir s'entourer. Puis ça paraît simple à dire, mais c'est pas si évident que ça. Alors, bienvenue à notre vidéo podcast Meilleur humain, meilleur monde. Une vidéo podcast qui vise à faire la rencontre et à découvrir des entrepreneurs du terroir québécois, connaître votre parcours, votre vision, qu'est-ce que vous avez à partager. Une vidéo podcast qui se veut devenir, écoute, la chose qu'un entrepreneur aura envie d'écouter le matin en prenant son café pour bien décoller la journée du bon pied là, par des bons échanges et des bonnes discussions. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui deux invités, Monsieur Jean-François Mignot et Éric Blondeau, co-associés dans l'entreprise Lefco à Magog, Lefco Produits de plastique. Bienvenue, messieurs. Surtout, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Également présent. Également présent, mon associé Normand Chadwick. D'ailleurs, Normand et Éric, vous vous êtes rencontrés en fait en 2018 lors de un parcours à l'école d'entrepreneurship de la Beauce, athlète entrepreneur. Éric, vous étiez le capitaine de la cohorte C16 qui a eu lieu là, de 2018 et qui s'est terminé avec un peu de retard en 2021 pour des raisons qu'on se souvient déjà plus. Alors, bienvenue Normand également. Ouais. Merci Tristan. Je pense que tu t'es pas présenté, Tristan. Ça serait peut-être bien que tu te nommes puis qu'on sache qui tu es. Là. Ben, je peux faire ça. Alors, mon nom, c'est Tristan Laliberté. Aujourd'hui, mon rôle, ça va être d'être l'animateur, ou si on veut, le facilitateur de cette entrevue-là. Et mis à part ça, ben, je suis également co-associé d'une entreprise du nom de Diversico Finances humaines, dont la mission est ensemble, nous créons meilleure finance, meilleur humain, meilleur monde. Bon. Alors, la première question, je vous laisse décider entre vous deux qui aimerait la répondre. En fait, c'est plutôt une question pour nous situer un peu qui est Lefco Produits de plastique. C'est quoi cette entreprise-là? Vous faites quoi? Est-ce que vos marchés, compétiteurs, juste pour qu'on comprenne un peu là globalement ce que vous faites puis qui vous êtes. Je peux l'apprendre, je pense, hein, JF, juste l'approche commerciale. Là. C'est dans ton carré de sable, vas-y, Éric. C'est dans mon carré de sable, je vais l'apprendre. Fait que Lefco, c'est une entreprise d'extrusion soufflage. On fait des produits de plastique, c'est ça, qui sont soufflés, donc qui sont creux. Tout le monde connaît bien les bouteilles de détergent à lessive, par exemple, qui sont fabriquées par ce procédé-là. Sauf que nous, on fait ce procédé-là, mais pour des très grosses pièces complexes et techniques, dédiées là, dans les marchés. On est présent dans le power sports, on est dans la construction, on est dans le récréatif. On vise aussi à agrandir dans l'agriculture. On est dans l'aquaculture. Il y a beaucoup de produits là, qui sont faits dans ces domaines-là. C'est un très gros marché, le marché du plastique. Il y a beaucoup de joueurs en Amérique du Nord, mais le marché est en sous-capacité, puis ça joue pour nous. Il y a plus de demandes qu'il y a d'offres. Puis c'est un marché qui est très fragmenté. Je pourrais vous nommer des compétiteurs pendant très longtemps. Vous pouvez imaginer que des pièces creuses, des pièces vides, soufflées, ça coûte très cher à transporter. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui fabriquent localement. Puis c'est notre vision d'avoir plusieurs entreprises qui desservent localement nos produits. Merci beaucoup, Éric. Excellent. J'ai lu un peu vos profils à tous les deux. Vous avez des parcours qui, en quelque part, se ressemblent. Première des choses, vous êtes tous les deux ingénieurs de formation. Et puis, deuxièmement, vous avez tous les deux fait plusieurs grandes entreprises là avant d'atterrir dans une PME là, dont vous avez fait l'acquisition. Dans votre parcours, j'ai vu Pratt & Whitney Canada, ITW, j'ai vu Camso également, qui était en fait doublement présent entre les deux. Et puis, c'est finalement en 2021-2022, je pense, que vous avez conclu là,
l'acquisition de l'entreprise là, à Magog. Alors, première question pour vous, bien évidemment, on se doute que vous n'avez pas juste 20 ans, je connais pas votre âge exact, mais d'après moi, vous êtes plus dans des modèles 1970 ou quelque chose comme ça. Comment c'est de se lancer en affaires, de partir, tu sais, de la grande entreprise à l'aventure de faire l'acquisition d'une business à l'âge que vous avez, avec le parcours que vous aviez? Je pense que, ouais, tu sais, on a, puis on étudie ensemble. Tu le disais tantôt, on est ingénieur industriel diplômé de l'UQTR. C'est là que on s'est connus il y a plusieurs années. Là, fait que ça trahit notre âge, comme tu disais, Tristan. Et on a toujours gardé contact, puis on a fait nos chemins chacun de notre côté jusqu'à temps que ça se recroise chez Camso. Et ça a été des parcours, dans mon cas, à moi, de la petite entreprise, la PME qui a été rachetée après ça par ITW, qui était très gros. Ça a été un apprentissage, tu sais, on a navigué là-dedans, beaucoup de lessons learned à travers les années sur quoi ne pas faire. Moi, j'ai vraiment un parcours au niveau des opérations. Fait que j'ai été là-dedans pratiquement toute ma carrière. Ici au Canada, j'ai fait du support en Amérique latine. J'ai été expatrié en Asie, au Sri Lanka, puis en France. Donc, j'ai connu divers environnements. Puis, ben, un moment donné, l'idée d'avoir sa propre entreprise, c'était quelque chose qui m'a toujours trotté un peu en arrière de la tête. Puis, un moment donné, ça a été une espèce de déclic où tu te dis, bon, mais je l'ai fait pour beaucoup de personnes, ce que je fais au quotidien. Maintenant, je vais le faire pour moi. Je me sens maintenant assez confiant. J'ai emmagasiné un bagage de connaissances et d'expérience qui fait que je me lance en affaires, puis je suis pas trop inquiet. Même s'il y a toujours un paquet de risques, puis à un moment donné, tu as l'impression que tu te lances un peu dans le vide quand tu dis « je fais le saut », mais c'était, disons, assumé, contrôlé. Jean-François, est-ce que tu dirais que tu avais déjà la fibre entrepreneuriale très jeune ou elle s'est développée, comme tu viens de dire, à travers ton parcours, puis le fait que tu voulais réaliser pour toi ce que tu faisais pour les autres? Ben, tu sais, quand que je réfléchis à ça, c'était pas si clair que ça dans ma jeunesse que je voulais devenir entrepreneur. Je viens pas d'une famille où il y avait des entrepreneurs, fait que j'avais pas cet exemple-là autour de moi. Par contre, quand que j'étais à l'université, tu sais, on avait des cours, puis on avait des professeurs qui nous disaient, là, vous allez sortir de l'université, vous allez avoir des questions sur qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ou ce que tu te vois dans 5 ans, toutes les questions classiques là, qu'on soit en entrevue. Je me disais, hey boy, tu sais, dans ma tête, c'est pas clair vraiment ce que je veux faire, mais j'avais 2 rêves. C'est un peu ce qui m'a drivé dans ma carrière jusqu'à présent. Mon premier rêve, c'est que je rêvais de travailler à l'étranger un jour, de m'expatrier, puis de vivre et de travailler dans un autre pays. Puis ça, je l'ai fait 2 fois, check, c'est fait. L'autre, c'était d'avoir mon entreprise un jour. En quoi, je ne le savais pas, puis j'avais toujours le concept de dire, si je me pars en quelque chose, il faut que j'aille une idée de service ou une idée de produit qui va faire comme un wow, tu sais. Puis ce wow-là, je ne l'ai jamais eu. Jusqu'à temps que je pense au reprenariat. C'est ça qui est venu faire le déclic. Fait que c'était, disons, tu sais, en arrière-pensée, mais c'était pas clair quand est-ce que ça allait arriver. Puis je me disais, je veux pas me lancer non plus tout seul. Je veux trouver les bons partenaires. Ça serait le fun de partir avec, tu sais, quelqu'un que je vais faire confiance. Il y avait, disons, plusieurs facteurs qu'il fallait qu'ils se réunissent pour dire, là, c'est le bon moment. Mais tu sais, c'est pas quelque chose, là, Normand, que je me disais quand j'étais au secondaire ou en rentrant à l'université, un jour, je vais être entrepreneur, c'est sûr et certain. Puis, comment vous avez déniché cette opportunité-là à Magog en tant que tel? Comment l'opportunité est née, tu sais, le premier jour jusqu'à la conclusion de la transaction? Ça, c'est tout un parcours. En fait, j'ai lancé la balle à l'EEB. Moi, pendant que j'étais chez Camso, l'entreprise a été vendue à Michelin, puis ça a amené beaucoup de changements dans la façon d'opérer, puis je m'y retrouvais pas. Fait que
j'ai amené mon enjeu à l'école d'entrepreneurship. Il y avait 23 entrepreneurs qui ont quitté mon histoire. Puis je leur ai demandé justement par où commencer. Puis ça m'a aidé beaucoup à me lancer. Puis après ça, j'ai bâti là-dessus. Les recommandations étaient excellentes. C'est d'aller rencontrer les banquiers de la région qui travaillent dans le M&A, de rencontrer les cabinets comptables aussi qui sont dans les transactions d'entreprise. Il y a des avocats aussi qui sont réputés là-dedans. Fait que c'est de faire le tour des acteurs du milieu. À l'école d'entrepreneurship, on appelle ça faire aller notre molécule. Notre molécule, c'est des réseaux de contacts. Puis, c'est un processus qui aura duré à peu près 2 ans. Pendant ce temps-là, j'ai vu une bonne centaine d'entreprises à vendre. J'ai regardé des états au-dessus de 20 états financiers, 20 à 25 états financiers, puis on a fait 3 offres sur des entreprises. Il y en a une qui a été la bonne, là, qu'on a eu le goût de pousser. Fait que c'est un long processus, il faut être patient. C'est pas parce qu'il y a une opportunité qu'il faut la prendre. Il faut que l'opportunité te parle, que tu te projettes. Il faut que tu te vois dans ce rôle-là en train de travailler dans cette entreprise-là. Il faut que la mission d'entreprise ou tu vois une mission, une vision qui est plus grande, puis qui t'habite, puis c'est ça, qui fait du sens pour toi. Fait que c'est pour ça que c'est long, puis qu'il faut être patient, puis attendre le bon moment là, pour aller de l'avant. Éric, tu as mentionné, je trouve ça intéressant, tu dis, écoute, tu as regardé 100 opportunités, tu t'es rendu jusqu'à 20 états financiers, c'est comme l'étape où est-ce qu'on s'ouvre un peu les livres, 3 offres pour finalement le conclure. Puis en même temps, tu mentionnes en chemin l'importance de la mission puis de la vision plus grande. Parle-nous un peu de quelle est cette mission-là et cette vision-là que vous avez là chez Lefco. Chez Lefco, écoute, ça prend un peu de temps quand même d'accoucher de la vision et de la mission finale, je dirais ça. Mais on savait quand on a vu l'opportunité que on était capable d'amener cette entreprise-là à être une meilleure entreprise. Fait que le plastique, c'est pas très sexy, là, le plastique. Quand on parle d'environnement puis qu'on parle de plastique, c'est pas 2 mots qui vont bien ensemble. Pourtant, le plastique, c'est un matériel qui est merveilleux parce qu'il se récupère puis on peut refaire des produits avec très facilement. Donc, c'est plutôt les humains qui jettent le plastique dans les fossés qui est le problème. C'est pas le produit. Puis nous, on veut miser à changer un peu la perception que les gens peuvent avoir du plastique. On veut récupérer le plastique qui sort des bacs bleus. On veut les remettre dans des produits neufs. On veut leur donner plusieurs cycles de vie. Puis, on veut démontrer que c'est un matériau extraordinaire, qu'il y a beaucoup de potentiel. L'autre chose aussi, c'est que en ayant été dans une grosse entreprise comme Camso, on a fait affaire avec des grandes entreprises de ce monde, puis on leur a vraiment réellement amené une grande valeur ajoutée. Puis, on pense que l'EFCO peut vraiment se démarquer dans le domaine du blow molding en amenant une connaissance, un savoir-faire, puis une solution unique qui va faire rayonner Magog partout en Amérique du Nord. C'est vraiment ça notre vision, c'est de faire rayonner l'équipe et les gens à partir de Magog et d'essayer de changer un peu la perception du plastique. On s'est dit, ça nous inspire. Fait que vous transformez le plastique et vous transformez la vision que l'on a du plastique. Absolument. C'est notre but. On va mettre une petite goutte d'eau dans l'océan d'efforts que ça va prendre pour y arriver. Mais on veut faire notre part. Moi, des fois, je me fais un parallèle des fois avec un peu ce que Tesla fait. Tu sais. Tu peux être contre les voitures qui brûlent du gaz, mais au bout du compte, la mobilité, le besoin de mobilité sera toujours là. Puis, moi, ce que je trouvais inspirant de faire un parallèle avec l'EFCO, c'est que Tesla s'est dit, OK, on ne changera pas les gens qui veulent s'acheter des voitures. Oui, il y a les transports en commun, tout ça, mais fondamentalement, il y a toujours des gens qui vont vouloir acheter des voitures.
Fait on va changer la façon de fabriquer des voitures. Au lieu d'avoir des voitures qui brûlent de l'essence, on va avoir des voitures qui fonctionnent à l'électricité. Fait il a créé un mouvement, par rapport à ça. Mais je pense que pour créer ces mouvements-là dans le monde ou dans l'industrie, il faut que tu sois participant de ça, il faut que tu sois actif dedans. Fait que, on s'est dit, OK, on l'a réfléchi longtemps, t'es comme, ouais, une entreprise de plastique. Puis comme disait Eric, tu as tout le temps l'image des bouteilles vides qui flottent dans l'océan puis qui forment des îles énormes. Tu fais comme, on veut-tu vraiment être dans un domaine qui rajoute du plastique dans l'environnement? Mais on s'est dit, c'est en étant dedans qu'on va pouvoir changer les choses. Puis que ce soit en réutilisant du plastique ou en mettant en place des gestions de cycle de vie des produits. Ben, c'est comme ça qu'on va faire petit pas à la fois, changer l'industrie, ou bien au moins, dans ce que nous, on a un contrôle chez l'EFCO, avoir un impact réel sur l'environnement. Comment vos employés ont reçu ce changement de propriétaire-là, puis la vision là, que vous venez de nous décrire? Moi, je serais un employé de l'EFCO, je serais fier là, d'entendre ce que vous venez de décrire, puis c'est quoi l'impact qu'on peut avoir là, sur l'environnement, puis la consommation en général. Comment ça a été perçu puis reçu par vos employés, ça, chez l'EFCO, ce changement-là? Ben, premièrement, c'est une bonne question, Normand. Puis, je pense, je commencerai par dire qu'il faut faire attention si vous faites du reprenariat, puis que vous arrivez à l'intérieur d'une équipe. L'équipe qui est là a déjà fait des bonnes choses. Si vous êtes intéressé à l'acheter, il faut vraiment prendre le temps d'écouter les gens, où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour continuer à se développer puis à grandir. Donc, c'est de pas brusquer les choses quand on arrive. Fait que, on a pris notre temps pour nous-mêmes continuer à macérer des idées. On s'est dit en arrivant, c'est sûr que notre idée va être fausse parce qu'on connaît pas assez l'industrie, on connaît pas assez l'entreprise, on connaît pas assez les gens. Fait on peut pas arriver du premier jour puis dire OK, on tourne à gauche, on tourne à droite. Ça aurait été une erreur. Donc, on a pris le temps de bien comprendre les gens. On leur a expliqué qu'on était là pour les aider, puis leur donner un nouveau souffle. C'est un peu comme ça que notre campagne de rachat a été nommée, là, un nouveau souffle pour l'EFCO. Puis avec le temps, ben, on a bien compris c'est quoi qu'on voulait faire avec cette entreprise-là. Fait que, quand on explique la vision aux employés, ça aussi, ça prend un peu de temps parce que c'est quand même des gros changements qu'on apporte. Puis, selon les tempéraments des gens, ben, ça amène souvent beaucoup de questions. Les gens veulent en savoir plus, puis ils veulent s'assurer que la vision est bonne, puis as-tu pensé à ton affaire? Est-ce que je devrais le suivre, lui? Right? Les gens ont le droit de se demander ça. Fait qu'il y a beaucoup de questions. Faut prendre le temps d'en parler, puis faut pas non plus être fermé. Quand on amène une idée qui change l'état actuel, ben il y a beaucoup de paramètres à tenir en compte. Puis les gens vont amener plein de paramètres qu'on n'avait pas pensé, qui sont pas des détails qu'il faut oublier. Il faut faire attention, il faut les intégrer dans la vision. Fait que je pense que les gens sentent qu'on est à l'écoute. Je sens qu'ils sentent que la vision est bonne. Je sens on sent que de plus en plus, là, ça fait peut-être un an, Jeff, là, qu'on en parle, là, Ouais. c'est clair. Là, ça résonne. Là, ça résonne. Puis quand on en parle avec les clients aussi, ça résonne rapidement. Les gens ont le goût de travailler à ce qu'on leur propose. Puis c'est drôle, même des clients pour des raisons X, ça fait pas de sens à court terme de travailler ensemble, nous recommandent à d'autres clients autour. Fait que ça, c'est toujours bon signe quand on voit ça. Puis tu sais, aussi, l'entreprise a été une entreprise familiale depuis 1957. Donc, il y a 3 générations de cette famille-là qui a travaillé ici. Il y a toujours 2 membres de cette famille-là qui travaillent pour nous dans l'entreprise. Mais ça aussi, ça a été un changement quand on est arrivé parce qu'on n'était pas dans l'entreprise. Fait que, tu sais,
Eric puis JF, c'est qui, eux autres, là, qui viennent de racheter puis qui débarquent? Tu sais, ça a été un choc pour certaines personnes qui sont avec l'entreprise depuis 10, 20, 30. On a des gens qui ont plus que 35 ans d'ancienneté chez Lefco aujourd'hui. Fait que c'est un changement, tu sais, vision, mission. On a fait aussi un changement des valeurs qu'il y avait en place. Il y en avait certaines qui nous résonnaient, d'autres qui nous résonnaient moins pour nous autres, qui nous représentaient moins Eric puis moi. Puis, ben, un changement de culture, c'est toujours long. Tu sais, tu peux pas brusquer ça, tu peux pas le forcer. Tout ce que tu peux faire, c'est de poser des actions, avoir des discours qui vont amener ce changement-là. Chez certaines personnes, ça va se faire très vite. Chez d'autres personnes, ça va être plus lent. Il faut l'accepter. Fait qu'il y a un changement qui se fait. On entend encore des commentaires, tu sais, des fois qui disent « Ah oui, à l'époque, ça se passait comme ça. » Ouais, ben c'est plus comme ça aujourd'hui. Ça change. Étais-tu meilleur à l'époque? C'était juste différent. Tu sais, puis notre vision qu'on s'est donnée pour le futur va amener l'entreprise à quelque chose de différent. On ne sera plus juste un site, on va devenir multi-site. Donc, nécessairement, ça l'amène ces changements-là qui sont nécessaires. Puis, tu sais, je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, mais je sens que ça progresse, mais il y a encore du chemin à faire. Mais à chaque jour, on sent que les gens se rallient de plus en plus à cette nouvelle vision-là d'entreprise qu'on s'est donnée. Ouais, les gens se rallient bien quand on amène les preuves. Oui, c'est ça. C'est bon. Parce que on a beau dire des choses, on dit ouais, gang, on s'en va par là, tu sais. Mais puis encore plus dans la première année de l'acquisition, les gens étaient comme OK, tu sais, vous êtes bien cool, là, mais on veut des preuves, tu sais. Puis ben le temps de faire ces preuves, ça aussi, ça prend du temps. Puis plus qu'on prouve, tu sais, qu'est-ce qu'on veut mettre en place se réalise et se fait, plus qu'on gagne de la confiance aussi de l'équipe. En anglais, on dirait walk the talk. Exactement. Walk the talk, ouais. Excellent, très, très intéressant. Ça, ce que j'entends beaucoup, dans le fond, c'est en même temps que vous avez le goût d'amener un nouveau souffle. Vous avez utilisé le mot un nouveau souffle. En même temps, il y a toute une histoire familiale derrière ça, multiples générations, 1950 quelques, etc., etc. Fait qu'il faut pas que ça souffle trop fort. Évidemment, une des choses qui est sur les lèvres de tous les entrepreneurs au Québec, c'est tous les défis liés à la main-d'œuvre. Et donc, l'importance, évidemment, de mission, vision, valeur. Quelles sont justement les nouvelles valeurs? Vous avez parlé de ça, vous avez amené quelques nouvelles valeurs dans ce nouveau souffle. J'aimerais en entendre parler. On a gardé, je commencerai, JF, je vais te laisser terminer, mais je commencerai peut-être. On a 4 valeurs, OK? Puis il y en a 2 pour moi et JF qui étaient évidentes. OK? On les a annoncées à l'acquisition. Puis ils n'étaient pas sur le mur de chez Lefco. Mais pour nous, je pense c'est difficile de départager c'est laquelle la première, mais probablement que c'est le fun. Le fun, puis le fun, c'est pas juste une bonne atmosphère de travail. C'est sûr, c'est important, une bonne atmosphère de travail, mais c'est pas le fun de venir travailler quand tout est broche à foin, quand tout est bric-à-brac. Ça fonctionne pas bien. On n'a pas de fun, nous autres, quand on est dans un environnement comme ça. On veut que ça marche. Fait que ça, c'est une définition du fun qui nous colle à la peau. Puis derrière le fun, tu sais, on pourrait faire quelque chose qui marche super bien, mais on rentre à tous les jours, puis on fait toujours la même affaire. C'est pas le fun, ça. Ça prend aussi de l'ambition. Ça nous prend une vision. On veut s'en aller là. Puis quand on rencontre nos objectifs, on est fiers de nous. Puis ça, c'est le fun. Fait que oui, c'est la bonne atmosphère au travail, mais c'est beaucoup aussi axé sur on veut que ça marche. Puis on veut se dépasser. On veut être fier de nous. Puis la deuxième, c'était l'entrepreneurship. L'entrepreneurship, c'est important pour nous parce que c'est pas moi puis JF qui va tout faire puis qui sait tout. C'est impossible.
Fait on a des gens, on est 110 chez l'EFCO, ben il y a 108 personnes qui en savent beaucoup plus que nous sur leur domaine. Fait on a besoin qu'eux nous disent c'est quoi qu'ils ont besoin pour avoir du succès dans ce qu'ils font. Puis c'est pas à nous de leur dire, on les paye pour qu'ils sachent, puis pour leur connaissance, pour ce qu'ils détiennent dans leur cerveau, puis on veut le savoir. Fait qu'on tire sur eux. Puis notre rôle à nous, c'est de s'assurer que les gens travaillent sur les bonnes choses, mais qu'on les outille pour être capable de mettre en place ce qu'ils ont le goût de mettre en place. Puis les deux autres, JF, je te laisserai les compléter. Là. Ouais. Ça a pris un peu plus de temps, mais on y est arrivé. La troisième valeur, c'est l'excellence. OK? Puis celle-là, elle était déjà sur le mur de l'EFCO. L'EFCO en avait 5, on en a gardé une. Puis en plus, c'est le slogan de l'entreprise dédié à l'excellence. Fait qu'on s'est dit, OK, l'excellence, c'est très large. OK? Puis souvent, quand tu es excellent, tu dis, ouais, ben si je suis excellent dans tout, finalement, je coche aussi un peu toutes les autres valeurs. Fait qu'elle est large, celle-là. Mais ça en était une qu'on s'est dit, elle représente quand même ce qu'on vise, on s'est donné des objectifs audacieux, on veut être ambitieux dans notre quotidien, on veut faire grandir l'entreprise, on veut la faire rayonner, on veut avoir une empreinte à travers l'Amérique du Nord. Ben, on y parviendra pas si on n'est pas excellent. Fait que celle-là, on s'est dit, elle fait partie de l'héritage, elle est dans notre slogan. C'était un peu un no-brainer de la conserver. Puis ça, c'est les 3 valeurs qui, à la suite de notre première retraite stratégique, plan stratégique qu'on a fait l'année passée, on a conservé, on a eu ces 3-là. Puis on s'est dit, ouais, 3, on aimerait ça en avoir une 4e, puis elle nous venait pas tout de suite à l'esprit. Fait qu'on l'a mis un peu sur le parking lot, on dit, on part avec ces 3-là, ces 3-là sont sûrs pour nous. Puis c'est dans les discussions, dans les mois qui ont suivi au cours de la dernière année que la 4e est devenue évidente. Puis c'est l'orientation client. Puis c'est venu de m'emmener évident pour nous quand on a revisé notre système de gestion de la performance d'évaluation annuelle, là, en d'autres mots. Puis on revenait souvent sur la thématique, ben tu sais, il faut répondre à nos clients, puis pas juste les clients externes, c'est aussi les clients internes. Donc, il y a des gens ici à l'interne que leurs clients ne sont pas du tout avec nos clients qu'on a à l'externe, mais sont au service d'un autre département ici à l'interne. Puis s'ils ne font pas bien leur job, s'ils n'offrent pas un niveau de qualité de service attendu, ben c'est toute la chaîne, c'est toutes les opérations, c'est tous nos processus qu'on a au sein de l'entreprise qui deviennent boiteuses, non fonctionnelles. Donc, on s'est dit, ouais, orientation client, celle-là, elle nous parle, elle revient dans notre discours quotidien de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux servir nos clients, comment qu'on peut être attentif à leurs besoins, être connecté sur eux pour vraiment connaître qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis leur offrir des produits, développer des produits qui vont venir répondre à leurs clients. Puis la même chose à l'interne, qu'est-ce que les départements ici à l'interne ont besoin, puis comment qu'on peut faire pour offrir un excellent service à ces départements-là. C'est de même que nos 4 valeurs sont devenues officielles, puis que depuis quelques semaines, sont aussi officialisées sur le mur dans notre entrée. Vraiment, vraiment intéressant. On a vu, vous avez décrit vraiment un parcours là, qui est parti d'être des entrepreneurs dans des grandes entreprises à entrepreneurs et même repreneurs, comme vous l'avez vous-même décrit. Souvent, ce qui fait la différence entre un intrapreneur et un entrepreneur, c'est la notion de risque. Hein? Il y a une gestion de risque qui est extrêmement différente. Comment vous avez géré les risques, vous? C'était quoi les risques les plus importants auxquels vous avez dû faire face là, pour la reprise de cette entreprise-là, puis lui donner son souffle, son nouveau souffle, comme vous l'avez décrit? C'est une excellente question. C'est clair que ça fait partie de nos pensées, là, parce qu'au bout du compte, on est responsable de ce qui se passe ici, puis que ça aille super bien ou que ça aille pas bien, ben c'est nous, right? Au bout du compte, fait que c'est sûr qu'il y a une pression qui s'installe quand tu décides de devenir entrepreneur. Comment on l'a géré? Je pense qu'on a bien négocié le rachat de l'entreprise. On a mis en place une structure financière qui était
elle était vraiment avantageuse. C'était pour nous là, c'était ça nous parlait. On a commencé en fait dans le financement avec les banques en disant ben nous on va se donner à fond. On a des connaissances, on a certaines réalisations dans notre vie. On a encore à apprendre, c'est sûr, mais on part pas d'une page blanche. Puis pour nous, c'est important de ne pas recommencer à zéro à notre âge. Fait qu'on a dit à tous les financiers d'entrée de jeu en partant, on ne mettra pas tout ce qu'on possède en caution. Puis vous allez être évalué sur votre proposition s'ils n'ont pas de caution. Ça va être le premier critère décideur pour choisir nos partenaires financiers. On a réussi à avoir un financement à l'achat qui en a pas, ou très, très peu, en fait. Fait que ça nous a rassurés. Par contre, on est quand même responsable et tributaire des résultats de l'entreprise, puis on se doit de la faire fonctionner. Fait que ça, je pense, la notion de risque, c'est de faire ça de voir, c'est de regarder est-ce que le carnet de commandes est solide, c'est qui mes clients, est-ce que j'ai des bons fournisseurs, qu'est-ce qui peut varier, qu'est-ce qui peut m'arriver, c'est quoi le pire qui peut m'arriver, c'est d'y penser avant d'acheter, fait que on a pris le temps de le regarder puis de varier des paramètres puis de regarder qu'est-ce que ça fait ça, ce paramètre-là s'il change, puis est-ce qu'on est dans le trouble ou pas. Fait que là ça nous aide beaucoup une fois qu'on rentre en poste, à dire, ben ça, c'est très important, ce paramètre-là. Puis on doit le regarder de très près en tout temps. Puis il y a d'autres choses qui sont importantes, mais beaucoup moins que d'autres paramètres. Puis ceux-là, on les regarde de moins près. Fait que, je pense que c'est un peu ça la notion de risque à haut niveau, mais on doit, moi, ma réponse à pourquoi je suis entrepreneur, c'était, je vais la glisser ici, là, c'est que moi, j'ai réalisé assez tôt dans ma vie que je devais me faire confiance. Fait que j'ai travaillé pour d'autres leaders forts, mais qui n'étaient pas toujours bons. J'ai suivi des gens qui étaient très convaincus, mais des fois étaient très mal organisés, les résultats n'étaient pas bons. Puis j'ai suivi d'autres leaders forts qui étaient très inspirants, mais les intentions derrière, je me suis rendu compte un peu plus loin qu'elles n'étaient pas très bonnes. Fait que c'est pas tu peux te retrouver à suivre des leaders forts puis à pas toujours être bien servi. Puis moi ce que je sais c'est que j'ai des bonnes intentions, puis je vais toujours travailler très fort pour bien m'entourer, je saurai jamais tout mais je vais bien m'entourer. Je vais vouloir amener les gens et moi et les gens vers une destination que tout le monde va s'y retrouver. Fait que je me fais confiance. Je dirais, j'ai appris, j'ai travaillé fort pour apprendre ce que je sais aujourd'hui, ce que je sais aujourd'hui, en ayant l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis en m'entourant bien, puis c'est ça, on continue de se faire confiance, moi, puis JF. Éric, j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de mentionner, donc parler de l'effet de vous avez eu des leaders que vous avez suivis, des fois des meilleurs, des fois des moins bons, des inspirants, mais désorganisés, des fois l'inspirant organisé, tout ça. Vous êtes maintenant les leaders de votre business. Vous avez parlé un peu tantôt de l'importance que l'équipe adhère à la vision, adhère à la mission, puis ait envie de vous suivre. T'sais. Fait que tout ce que vous venez de mentionner, c'est maintenant à vous là, qui êtes le phare en avant que l'équipe va suivre, vous deux, je présume. Et vous avez aussi nommé tantôt que vous avez des objectifs audacieux ou un but audacieux. Est-ce que vous pouvez nous partager c'est quoi l'objectif audacieux de l'entreprise? Vas-y, Jeff. Oui. En fait, quand on a racheté l'entreprise, puis on l'expliquait aussi pourquoi qu'on avait choisi l'EFCO, c'était un de nos critères de recherche de dire on cherche une entreprise à fort potentiel de croissance. Fait que ça, c'est une question de goût personnel. À Eric puis moi, on s'est dit on pourrait racheter une entreprise puis continuer à la rouler, puis le petit train va loin, puis c'est correct. On n'avait pas le goût de faire ça. On s'est dit, on est encore jeune, on est à la mi-quarantaine, puis on a le moyen de pousser encore pendant plusieurs années. Fait qu'on s'est dit, rachetons quelque chose
qu'on va pouvoir faire grandir. C'est ça qu'on avait le goût de faire avec l'entreprise qu'on voulait racheter. Puis quand on a racheté l'EFCO, avec la connaissance du marché, du potentiel qu'on voyait en Amérique du Nord, on s'est dit on aimerait ça la faire quadrupler. Okay? Donc, on s'est dit, le chiffre d'affaires et de temps aujourd'hui, ben, on s'est dit sur un objectif de 10 ans, on aimerait ça quadrupler le chiffre d'affaires. Puis pour y parvenir, ben, ça prend une présence à travers l'Amérique du Nord. Puis, tu sais, on répète souvent l'Amérique du Nord. Vous avez peut-être la question, pourquoi vous ne visez pas, tu sais, au niveau mondial? Parce que dans les entreprises dans lesquelles on a travaillé, qui étaient des multinationales, on jouait sur le marché mondial. Ben, c'est que Éric puis moi, on s'est retrouvés à gérer des business ailleurs que l'Amérique du Nord, en Europe, en Asie. Puis, ben, quand tu es un gestionnaire d'une business qui est un peu partout dans le monde, tu te retrouves à avoir un horaire de travail aussi qui s'étire beaucoup. Parce que quand c'est le matin ici, c'est le soir ou c'est la nuit ailleurs. Puis quand c'est ta soirée à toi, il y en a qui commencent leur journée. Fait que sur le téléphone, les courriels ou de quoi, c'est très demandant. Fait qu'on s'est dit, ben, tu sais, nous, là, pour les 10 prochaines années, on trouve que le marché est assez grand pour s'amuser. Notre facteur fun, la valeur revient là. On s'est dit, si on va jouer sur d'autres continents, peut-être que le facteur fun sera plus autant là. Fait que, on s'est dit, gardons ça. Avec ce qu'on connaît, on peut la quadrupler, avoir une empreinte de 3-4 usines pour bien servir nos clients localement parce qu'on fait des pièces creuses. Donc, quand on fait voyager ça par camion, c'est pas des pièces qui s'emboîtent. Donc, on peut pas mettre beaucoup de pièces dans les camions. Donc, point de vue économique, ça fait pas de sens. Transporter des pièces trop loin. Point de vue environnement, ça ne fait aucun sens. De transporter si peu de pièces sur des si longues distances. Donc, on va avoir diverses usines pour être toujours proche de nos clients et ça va chercher notre autre valeur qui est l'orientation client. Fait que tout ça se connecte ensemble ou sont des vases communicants. Je comprends. Super intéressant. Normand, j'ai eu l'impression que tu prenais ton souffle pour poser une question. Ben, en fait, tu viens un peu de mettre la table sur un élément clé, Jean-François. Il y a des gens derrière vous, vous avez des jeunes familles, là. Vous n'êtes pas juste entrepreneurs, vous êtes des papas aussi, vous êtes des conjoints. Ouais. Comment la famille suit dans un projet comme ça, puis comment on s'adapte pour continuer d'avoir du fun avec notre gang à la maison, puis de pas se sentir coupable là, de mettre toutes les heures puis les efforts qu'on doit mettre quand on reprend une entreprise comme l'EFCO. Ça, je pense. Ben, vas-y, Éric, j'irai après. Oui, on dirait que j'ai le goût de répondre à celle-là. J'ai une histoire peut-être à partager. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je voulais tellement que ça marche. Puis, je voulais avoir du succès dans ce que je faisais. Je pense que j'ai toujours été ambitieux parce que j'aime apprendre, je suis curieux, j'aime me développer, puis je vois que je deviens une meilleure personne quand j'apprends. Mais ça peut être difficile aussi de soutenir un rythme effréné. Puis je me suis rendu 2 fois dans ma carrière, très jeune, à un moment que le corps m'a parlé. Il a fallu que je lève la pédale un peu. Puis fait que ça m'est resté très ancré dans ma carrière. Puis je pense ce qui est vital pour réussir, c'est l'équilibre. Ça prend un équilibre. Tu peux pas travailler comme un fou tout le temps. Parce que tu mets ta santé de côté, tu mets ta femme de côté, tu mets tes enfants de côté, puis c'est pas vrai que si tu mets tout ça de côté, ça va continuer à bien aller. Tu es en train d'hypothéquer ton rôle de leader. Fait que, il faut qu'à un moment donné, tu t'arrêtes, puis tu t'en vas dehors. Ça nous arrive des soirs, moi, Jean-François, l'été, on va aller faire du mountain bike après le travail. L'hiver, on va aller monter en pot de phoque la montagne, puis regarde, c'est le temps de se changer les idées, recharger les batteries, justement. Puis de passer un autre appel. Puis c'est important de passer du temps à rire avec ses amis, voir sa femme, ses enfants, passer du temps avec eux autres. C'est ressourçant. Fait qu'il faut le faire pour après ça revenir au travail. Puis là, t'es prêt. T'es prêt. Puis on dirait que je deviens beaucoup plus imaginatif. J'ai plus d'idées, c'est plus facile, j'ai pas forcé. Ça vient tout seul. Fait que je pense que c'est pour moi, ça, là, l'équilibre, là, il est clé. Puis l'équilibre, ben, c'est facile à dire, mais on l'a appris à l'EEB. D'ailleurs, Marc Dutil, qui est un leader très inspirant, lui, c'est lui qui m'a appris ça. Il dit, je regarde des périodes de 3 mois,
Si pendant 3 mois, j'ai passé du temps de qualité avec ma femme, avec mes enfants, j'ai vu mes amis, j'ai fait du sport, j'ai travaillé. OK, je suis en équilibre. On recommence. Jean-François, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à ça? Ben, je pense que tu l'as dit, c'est le mot, c'est équilibre. Puis, tu sais, c'est pas juste quand tu es entrepreneur, là, tu peux avoir, tu sais, n'importe quel autre métier qui peut devenir très prenant. Puis, il y a des jobs que, tu sais, tu punches pas, là. Fait que tu peux sans cesse continuer à travailler. Tu peux étirer tes soirées chez vous. Tu peux travailler tout le week-end. Tu peux ne jamais faire de pause, que tu sois entrepreneur ou pas. Entrepreneur, c'est peut-être encore plus facile de tomber dans ce piège-là. Parce que tu as toute la notion de risque et de responsabilité supplémentaire qui viennent. Tu sais, des fois, tu y penses, tu dis, ouais, j'ai 110 familles qui sont tu sais, un peu dépendantes de moi, puis qui amènent le pain et le beurre sur la table. Là. Fait que il faut que ça roule bien. Tu as cette pression-là un peu morale qui reste là. Mais c'est ça, l'équilibre, à un moment donné, il faut que tu sois aussi discipliné là-dedans, puis de dire, ben il y a des temps pour travailler, il y a des temps pour se reposer, il y a des temps pour se divertir, il y a des temps pour la famille. Puis c'est de pas tomber dans ces pièges-là, de dire, à un moment donné, je les oublie. C'est correct des fois d'avoir des sprints, ça fait partie de la job, mais on dit souvent, tu cours pas un marathon en sprintant. Ben, c'est ça. Tu as des sprints, mais le métier d'entrepreneur, c'est un marathon. Puis si tu te brûles constamment, tu le finiras jamais. Ton marathon, tu vas tomber. Donc, c'est ça. C'est d'avoir l'équilibre et la discipline. Puis ça, c'est pas un combat, mais c'est disons, un effort au quotidien pour le maintenir. Mais vous l'avez nommé aussi tantôt, hein, en même temps, dans vos valeurs, j'entendais quasiment, à un moment donné, je pensais que vous alliez nommer le mot équilibre comme quatrième ou cinquième valeur, parce que vous disiez beaucoup le fun, mais aussi la performance. Tu sais, il y a beaucoup de ça qui ressort dans votre façon de parler des choses. C'est grandir, mais une étape à la fois. Etc. Vous savez, des gens super organisés, structurés, ça peut-être pour ça que vous êtes devenus des ingénieurs aussi. Des formations professionnelles. Des formations professionnelles, aucun doute. Aucun doute. J'ai une autre excellente question pour vous. On arrive tranquillement vers la fin là, de la période qu'on s'était alloué ensemble. Alors, on disait d'entrée de jeu qu'on aimerait que cette vidéo podcast-là soit un outil intéressant pour les jeunes aussi. De 7 à 99 ans. Alors, toute personne qui a une fibre entrepreneuriale. Fait que la question, c'est quel conseil aimeriez-vous donner à un jeune ou une jeune qui a cette fibre entrepreneuriale-là puis qui aimerait un jour là, faire le grand saut comme vous l'avez fait? Bonne question. Bonne question. Moi, je pense que le conseil que je donnerais, au-delà de ceux-là qu'on a déjà, bon, on partage nos opinions, notre expérience. Ça ne veut pas dire qu'on a la science infuse, mais on a quand même partagé plusieurs opinions, plusieurs conseils à date. Peut-être si j'en avais un à mettre, c'est demander de l'aide. Demander de l'aide parce que vous ne pouvez pas tout savoir, puis vous ne pouvez pas tout faire. C'est impossible. Fait que the name of the game, c'est de bien s'entourer. C'est ça le secret du succès. C'est d'aller chercher des personnes fortes qui ont le goût de travailler avec vous, puis qui sont bons, puis qui travaillent, puis qui partagent vos valeurs. Fait entourez-vous bien, puis demandez de l'aide. Vous allez juste trouver des filons de richesse partout. C'est ça, c'est pas d'exploiter le monde, c'est d'exploiter les filons qui sont dans toute l'équipe, que les humains ont en eux. Je dirais que c'est ça, demander de l'aide. Ouais, je pense que c'est ce qui a fait. Je pense que c'est ce qui a fait aussi le succès de notre entrepreneuriat chez l'EFCO, puis qui continue à faire aussi un succès depuis qu'on a repris l'EFCO, c'est de savoir s'entourer. Puis ça paraît simple à dire, mais c'est pas si évident que ça.
La journée que tu commences à chercher, il y a plein de gens qui vont graviter autour de toi, qui vont t'offrir leurs services, mais il faut aller au-delà de ça. Savoir s'entourer aussi, je pense, avoir un bon jugement pour aller voir avec qui tu veux t'entourer et s'assurer que les personnes qui veulent t'aider ont des nobles ambitions et pas d'autres ambitions des fois qui sont plus à leur service qu'à ton service. En affaires, c'est toujours un win-win, mais que tu fasses affaire avec des institutions financières ou avec tout autre type de consultants. Pour en avoir magasiné plusieurs, OK? À un moment donné, c'est quand que tu rencontres plusieurs personnes que tu finis par te rendre compte avec qui vraiment tu as le goût de travailler. Fait que il faut pas sauter sur les premières offres. Il faut aller voir, explorer un peu, puis à un moment donné, il va y avoir des fits naturels qui vont se faire. Tu sais, comme dans la vie, comme avec des amis ou whatever, ben en affaires aussi, même si ça reste une relation d'affaires, des fois, tu vas aller au-delà de juste l'aspect financier ou affaires ou conseil. Puis mon deuxième conseil, peut-être pour les jeunes qui veulent se lancer, c'est de penser au reprenariat. Tu sais, je le disais, moi, ça ne m'était jamais venu en tête, le reprenariat, ou ça m'est venu très tard. Je vais vous avouer que, tu sais, des fois, le reprenariat, ça n'a pas la connotation sexy. Là. Quand on pense à un entrepreneur, tu sais, on va penser aux gens qui vont faire affaire et partir, tu sais, des startups en technologie ou, tu sais, tu t'écoutes l'émission des Dragons, des affaires-là, tu fais comme, oh, wow, tu sais, ça a l'air super, leur vie, puis ils ont pensé à une idée, ils ont parti ça, puis là, c'est en train de grossir. Tu sais, il y a l'aspect très réseaux sociaux, très médiatisés, glamour de l'entrepreneurship. Puis des fois, le reprenariat, on fait comme, wow, tu rajoutes quelque chose que quelqu'un a parti, tu sais. Mais il y a une tonne d'opportunités. Tu sais, il y a des entreprises comme le CETEC qui se spécialisent là-dedans au Québec. La population est vieillissante. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui n'ont pas de relève ni dans leur famille, ni à l'interne pour apprendre les business. Alors, il y aura une tonne d'opportunités dans les prochaines années. Et ça, je pense que c'est un super filon que les gens et les jeunes peuvent exploiter. Ouais, vraiment, le reprenariat, ça n'a peut-être pas la même connotation que l'entrepreneuriat, mais en fait, pour moi, c'est la même chose, sauf que vous partez pas de zéro. Fait que vous partez de quelque chose qui marche déjà, puis vous pouvez faire ce que vous voulez avec après. Fait que pour nous, c'est beaucoup plus facile. Et puis je t'écoutais parler, Jean-François, puis je réalisais que mon conseil il était orienté vers l'interne de l'entreprise. Là, je pense que ça se doit le focus, mais vous allez faire affaire énormément comme entrepreneur avec plein de partenaires potentiels, des fournisseurs, des clients. Puis, il y a un grand sage qui était l'ancien propriétaire de Camso qui disait toujours si tu étais l'autre bord de la table à sa place, est-ce que tu dirais oui? Mm-hmm. Quand tu pars avec cette idée-là de négocier comme ça, que si tu étais à la place de ton interlocuteur, ouais, moi, je prendrais ça, moi. Je m'améliore pas mal. Puis j'ai goût d'y aller, ben ça va vous servir énormément. Vous allez être convaincant, puis vous allez être convaincu. Donc, vous allez être convaincant, puis les gens vont le goût de vous suivre. Excellent. Hey, messieurs, vraiment, c'est un plaisir de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. Merci de votre généreux temps. J'ai plein de choses que je retiens. Fait que tout dans un tas, je retiens félicitations pour votre transaction. Puis effectivement, le reprenariat, c'est quelque chose qui va y avoir de plus en plus dans les prochaines années. Bravo d'avoir pris ça en main avec un processus, beaucoup de patience, beaucoup de rigueur. Je retiens votre promesse audacieuse de multiplier par 4 l'entreprise à l'intérieur des prochaines 10 années en transformant le plastique, en transformant la vision du plastique, en ayant du fun, en travaillant avec excellence, orienté vers le client. Je retiens également, l'aspect se faire confiance, savoir s'entourer, demander de l'aide. Alors moi, là, c'est vraiment ce que j'ai entendu aujourd'hui. Normand, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour conclure l'entretien? Ben, écoute, je pense que l'élément pour moi que je pourrais ajouter là-dessus, c'est l'équilibre dans la vie. C'est essentiel. Ça nous permet de
faire d'avoir une page blanche en avant de nous quand on a l'équilibre. Parce qu'à un moment donné, quand on est en déséquilibre, on est trop dans l'élément qui vient nous gruger du temps, qui nous sape notre énergie. Mais en équilibre, on maintient cette énergie-là, puis on est toujours face à un avenir qui est prometteur, puis qui est créateur surtout. Donc, merci de nous avoir partagé ça. Puis oui, merci aussi de votre générosité. C'est c'est une belle entrevue, c'est un beau cadeau. Merci à vous deux. Merci à vous. Ça a été le fun de vous parler. Puis, c'est le fun de travailler ensemble, Normand. C'est tout un plaisir. Ça fait d'avoir plaisir. rencontré Tristan. Merci de l'invitation. Bon, bonne fin de journée.